qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur les performances de Typo 3 et puis sur une des possibilités pour améliorer justement les temps de réponse et la capacité à monter en charge de votre serveur. Donc Alan, on va te laisser te présenter, hein, puisque tu es nouveau venu aussi dans la communauté Typo 3. Et voilà, on est très content en tout cas que vous ayez fait le déplacement Neuronexion et puis que vous soyez venu nous présenter ce genre d'outils. Voilà, alors soit tu prends ce gros micro là qui marche très très bien, soit celui-là qui marche moyen, il faut être bien près de la bouche. Ça je sais faire. Voilà. Donc voilà, moi c'est Alan. Je suis de la société Neuronexion. Donc Cyril il m'a dit qu'il faut absolument d'abord commencer par présenter un petit peu ta société, donc je vais le faire rapidement. Neuronexion, c'est une société coopérative qui a été montée en 96. Le principe donc c'est qu'on fait essentiellement de l'infogérance. On fait un petit peu de développement web avec Symfony 2 essentiellement a priori. En ce moment le développeur il joue avec Symfony 2. On touche un petit peu à tout. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment d'essayer de faire du sur-mesure et de faire beaucoup de valeur ajoutée au niveau de ce qu'on nous demande. On a à peu près pas d'offres forfaitaires prépackagées en mode on vous fait ça, ça vous coûte tant. C'est systématiquement du sur-mesure parce que chaque projet est différent. Donc on ne se retrouve jamais à faire deux fois la même chose, c'est ce qui est assez rigolo. On s'amuse à avoir notre réseau complet. On a la main sur tout notre réseau, donc on est AS, on a plusieurs fournisseurs de transit, on est présent sur Amiens, sur Paris, sur Londres, Amsterdam, Francfort, Strasbourg, Genève, Lyon au niveau du réseau. Sur Paris, on est présent sur 3 data centers, sur Amiens, on est présent sur 2 data centers, Amsterdam sur 1. Voilà, notre but, c'est de se retrouver à être capable de répondre un petit peu à n'importe quelle demande. Au niveau du métier, donc voilà, c'est essentiellement l'infogérance. On est capable de faire de l'accès Internet. C'était notre métier à l'origine, il y a longtemps. Puis après, il y a des fournisseurs d'accès grand public qui sont arrivés, qui ont cassé les prix. Donc on a arrêté de faire de l'accès Internet grand public. Parce que les gens, ils préfèrent avoir du triple, quadruple, quintuple play, poète, qui fait tout, même la magie. Donc là, on commence à reprendre du poil de la bête, à vendre aussi des offres ADSL, SDSL fibre, parce que nous, on a la capacité de faire arriver une SDSL ou une fibre directement sur un VLAN dédié, ce qui permet de faire des intranets sur des technologies un peu plus éprouvées et de manière un peu plus rapide et moins chère que ce que peuvent proposer SFR, OBS, Orange Business Service et autres grosses sociétés du genre. Et le truc, c'est que quand on fait du sur-mesure, on est capable de répondre à un peu n'importe quoi, y compris des demandes un peu rigolotes, un peu fun. Donc du multi-data center, VPN, machin bidule, ça nous fait bien marrer. Donc en référence au niveau hébergement, infogérance, tout ce qui est web, on a un petit peu tout, Amiens.fr, qu'on travaille avec Cyril. C'est la mairie de Saint-Quentin, on a plusieurs agences web. En agence web qui font du typo 3, on a A3 où c'est à peu près les mêmes, Eventex, CapCMS, Access Group. D'un gars avec des lunettes. Après, on a aussi, depuis plusieurs années, on a l'agence Obladi qui fait pas mal de typo 3 aussi, à peu près exclusivement du typo 3 en fait. Puis après, on a d'autres agences web qui font de tout. Après, on s'occupe surtout du côté infogérance et de les aider au moment où il y a un problème sur leur code. Voilà, et nous, le principe en fait qu'on a dans la boîte, on se dit SS2I, mais on est surtout SS2L. Et on fait du logiciel libre, déjà par conviction personnelle, chacun séparé, et aussi par contrainte technique sur le fait que comme on veut tout maîtriser pour pouvoir répondre aux besoins, du coup il n'y a que le logiciel libre qui le permet. Pouvoir patcher un petit peu n'importe quel soft pour pouvoir un petit peu mieux coller ou pour pouvoir résoudre les bugs parce qu'on n'a pas envie d'attendre la prochaine version de machin de truc qui permettra enfin de résoudre notre problème. Voilà, le client il a un problème maintenant, on va pas attendre la prochaine version, on le résout maintenant. Donc voilà, le principe de la conférence, c'est Cyril m'avait demandé Varnish, puis du coup j'ai un petit peu digressé et pas trop parlé exclusivement de Varnish, il y a un petit peu des trucs autour.
Le problème de varnish qu'on a eu avec Cyril, ça a commencé au début en voulant faire un test de charge pour évaluer comment tenait son site web. Et nous, des tests de charge, on n'aime pas faire ça. On n'aime pas faire ça parce qu'un test de charge, c'est jamais vrai, c'est jamais bon. Test de charge, ça sert à faire du bullshit au niveau des chiffres. Votre site, il tient 5000 visiteurs. Cool, vous avez fait une mise à jour 3 jours après, du coup, il n'en tient plus que 5. Bon, ben voilà. Donc, un test de charge, c'est pas parlant. Reste qu'il fallait faire un test de charge, donc on a cherché à faire des tests de charge qui soient le plus réalistes possible. Cyril, c'est quoi les outils que tu utilisais, toi, au niveau de tes... J'utilisais Blitz, c'était un truc en ligne, mais en réalité qui faisait pas vraiment... Oui, donc moi de mon côté, j'avais déjà fait des premiers tests, bon bah déjà en réel, puisque c'était un site qui était déjà en production, et puis bon, il se portait plutôt bien dans temps normal, mais on anticipait la grosse journée de montée en charge avec la publication des résultats d'un concours. Et donc de mon côté, j'ai fait des tests avec un outil qui s'appelle Blitz, blitz.io, qui est un outil en ligne qui permet d'envoyer des requêtes sur un serveur. C'est un peu payant, mais c'est pas très cher. Et puis je crois qu'il y a des tests gratuits aussi qu'on peut lancer. Et finalement, ça fait des belles courbes que vous pouvez montrer à votre client, mais c'est pas vraiment fiable, ça veut pas dire grand chose. Et nous, ce qu'on voulait, c'est simuler vraiment une navigation sur le site assez proche de ce que font la plupart des internautes. Donc là, dans notre cadre, vu que c'était pour la publication des résultats, les internautes venaient sur la page d'accueil et avaient un lien qui les envoyait vers la page des résultats. Donc le comportement, c'était chargement de la page d'accueil en entier et clic sur le lien qui affiche la page des résultats. On s'est dit aussi que dans le lot, il y en a certains qui n'allaient pas voir le lien, qui allaient utiliser le moteur de recherche, qui est en Solar, qui a pour particularité de faire une requête à chaque fois que vous tapez une lettre dans l'input, puisque il fait une suggestion, et donc à chaque fois que vous tapez une lettre, paf paf, il envoie des requêtes. Donc potentiellement un risque de beaucoup de requêtes lancées rapidement. Et donc on a essayé de reproduire un scénario, en tout cas très proche de la réalité, et d'en tirer des conclusions qui étaient d'un coup bien plus parlantes que ce qu'on avait pu avoir avec des outils type Blitz, type c'est AD, c'est ça le truc AB, pardon, en ligne de commande. Voilà, où là en réalité, bon bah c'est juste des pings sur votre serveur, ça veut pas dire grand chose par rapport à un test en conditions réelles, quoi. Alors du coup, un test de charge, ça fait quoi en fait si vous voulez tester votre serveur? Un outil du genre Blitz ou du genre AB, ce qu'il se contente de faire, c'est se connecter et demander la page web. Il fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et après, il vous dit ça m'a répondu une erreur ou pas, ça m'a servi en tant de temps ou pas, et c'est censé être un résultat. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que votre site web, c'est pas juste un get pour avoir la page PHP. Si vous avez un nouveau visiteur, il va devoir aussi télécharger tout le JS, il va devoir télécharger le CSS, télécharger les images. Si quand vous survolez une image avec la souris, il y a un JavaScript qui va charger une autre image, ça doit aussi charger ça. Si vous faites même avec des choses un petit peu plus compliquées, du genre vous dites tiens, je vais faire un wget et puis avec toutes les images, même un outil un petit peu plus vicieux, il ne va pas forcément tout faire parce que voilà, un JavaScript se charge qui lui charge un autre JavaScript qui charge les images, il y a des extensions qui s'amusent à faire ça. Vous pouvez vous retrouver rapidement et vous rendre compte que la page que vous avez tenté de faire, ben non, il y a beaucoup plus de trucs en fait derrière. De la même manière, le moteur de recherche solaire, au fur et à mesure qu'on frappe, pour chaque lettre, ça fait une requête. Vous tapez un mot. Oh, on a Monsieur Cheville cassé qui vient d'arriver. Bravo. Ton arrivée était discrète. Était. Donc le deuxième point qui est important, c'est qu'on ne peut pas réussir à faire un test de charge si on n'a pas un scénario qui est très précis. Le principe étant que vous ne savez pas ce qu'ont faire les visiteurs. Par contre, vous pouvez un petit peu le voir si vous regardez vos stats, si vous avez du Google Analytics, etc. Vous pouvez regarder quelles sont les pages qui sont les plus visitées, qu'est-ce qu'ils font.
Et ça va être le point principal à regarder pour si vous voulez faire un test de charge de votre serveur. C'est réussir à voir quel est le comportement les utilisateurs peuvent avoir, et puis idéalement essayer de trouver le comportement le plus débile qu'ils puissent avoir, histoire de charger votre serveur au maximum. Nous, l'outil qu'on a trouvé pour réussir à faire quelque chose qui tienne la route, c'est Tsung. Son fonctionnement en fait à Tsung est le suivant, c'est qu'on le lance en premier coup en disant tu vas écouter ce que je fais, et on le configure comme étant un proxy sur notre navigateur. Attends, juste avant de passer sur Tsung, là, ou Tsung, tu dis toi ou... Donc c'est T-S-U-N-G. Hein. Voilà. Voilà. Donc moi, je fais toujours aussi de l'optimisation du rendu de typo 3, de l'optimisation front-end. Je pense qu'on a déjà dû faire une conférence sur ce type d'optimisation, mais à base de YSlow ou PageSpeed, on essaye de voir combien de médias sont chargés sur la page. Quand vous inspectez votre page, vous voyez combien vous avez d'appels dans les ressources, et en général, ça monte assez vite, même si on essaye d'optimiser avec des sprites pour les images, même si on compresse les CSS.js si on les minifie. Et d'ailleurs, sur ce point, j'ai eu moi beaucoup de drôles de surprises en fait, c'est-à-dire des moins bonnes performances avec les CSS mergés, minifiés, certainement à cause de la décompression côté client, mais il y a un site sur lequel j'ai par mégarde désactivé Script Merger, et puis mon infogérant m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serveur va 2 fois plus vite. Donc, problème de ressources de décompression, problème de... donc, au final, ralentissait pour le client final sa sensation, en tout cas de vitesse, même si on chargeait moins de médias. Donc on a déjà fait toute cette couche de travail d'optimisation de typo 3, d'optimisation des médias et de tests. Et là, on vient sur un autre niveau où on va essayer d'optimiser plutôt côté serveur, quoi. Le truc, c'est que quand on va commencer à minifier son CSS, etc., ça prend on va dire les 5 CSS qu'on a, ça les concatène, ça les compresse, et du coup, au final, on se retrouve parce qu'à chaque fois qu'il y a une virgule qui change dans un des CSS, ça doit les prendre tous les recompresser, tous les retransférer. Se retrouver à avoir des CSS qui ne sont pas compressés, qui se retrouvent transférés une fois tous les 2-3 jours quand la personne le visite, c'est pas forcément la pire des solutions. C'est des trucs qui sont au cas par cas. C'est pour ça que de toute façon, l'optimisation sur un site web, ça n'existe pas de faire une optimisation généraliste en disant ça marche systématiquement. C'est toujours du sur-mesure. Et ce qu'on verra tout à l'heure, c'est que vous ne pouvez pas optimiser un typo 3 si vous ne connaissez pas par cœur lui et ses extensions. Vous ne pouvez pas mettre en place un truc un petit peu sérieux. Ouais. Donc, nous, ce qu'on a utilisé comme outil, c'est Tsung, T-S-U-N-G. Le principe de Tsung étant que donc, on commence par le configurer en tant que proxy. Donc, juste on le lance, on configure dans son navigateur qu'on utilise le proxy localhost 8080, etc. Et puis on surfe sur le site tel qu'on voudrait avoir comme scénario. À la fin, on enregistre, on coupe le proxy, on lance un deuxième coup, puis on refait pareil, on fait un deuxième scénario, on coupe, on enregistre, on le lance une troisième fois, etc. On fait autant de scénarios qu'on veut. Après, on prend 10 minutes de réflexion parce qu'il faut concaténer les 5 fichiers scénarios que ça nous a fait, et puis lui donner des règles. On peut lui donner comme règle de dire je veux que tu connectes au début 50 utilisateurs en ajoutant 5 par seconde. Tu restes comme ça après pendant 5 minutes. Ensuite, tu m'en rajoutes 50 à raison de 1 par seconde. Et ensuite, tu m'en rajoutes 300 à raison de 3 par seconde. On fait un petit peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Et ça va permettre de voir les montants en charge et de voir les différents paliers de montants en charge. Le truc à faire attention quand on joue à ça, c'est que comme Tsung c'est configuré en tant que proxy, il va aussi faire des requêtes, il va prendre tout ce que le navigateur a fait. Du coup, si vous avez du Google Analytics sur votre navigateur, que le JavaScript l'a appelé, le proxy Tsung va l'enregistrer et va l'appeler aussi. Si vous aviez des requêtes sur un autre serveur, vous risquez de le faire s'écrouler. C'est rigolo. C'est rigolo, vous êtes en train de faire un test sur un serveur, puis vous voyez son copain qui commence à mourir. C'est pas mal.
Donc c'est quand même un outil à manier un petit peu avec précaution. Puis regardez. Et l'autre gros intérêt de Tsung, c'est qu'il est capable de fonctionner en cluster. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir une infra qui est un peu sympa en face, 2-3 frontaux web, un load balancer répartiteur de charge, du réseau qui patate un peu en gigabits, votre pauvre machine, même si vous vous amusez pour le fun à louer une Dedibox avec 100 mégabits pour essayer de le faire s'écrouler, ça ne va pas suffire. Une fois que c'est bien configuré, ça ne suffira pas. Tsung, il va savoir fonctionner en cluster. On va lui donner 1, 2, 3, 5, 10, 15 serveurs en disant celui-là il peut lancer tant d'utilisateurs simultanés, celui-là il peut en lancer tant, celui-là il peut en lancer tant. Et il va s'occuper de télécommander les différents serveurs par SSH et balancer sa patate. Donc Tsung, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble des graphes faits par Tsung. Le principe étant que ça fait pas des graphes super sexy. Ça n'a pas été fait pour être sexy, ça a été fait pour être utilisable. On va regarder celui-là. Alors Tsung, il sait directement générer un rapport en HTML. Ça c'est chouette, parce que du coup ça facilite beaucoup le boulot avant de filer le truc au client. On n'a pas besoin de retraiter le truc derrière pour avoir les chiffres, pour avoir des graphes. Donc là en fait c'est une montée en charge où on a joué à faire une montée de 0 à 800 utilisateurs en l'espace de un peu plus d'une minute. On a rajouté je ne sais plus combien par seconde. Donc du coup, on a un premier graphe qui explique le nombre d'utilisateurs lancés, le nombre d'utilisateurs connectés. Faut voir qu'un utilisateur du coup dans Tsung, il va respecter toute la navigation. Il ne va pas charger tous les éléments en même temps, il va charger les éléments dans l'ordre dans lequel le navigateur les a chargés. Donc il va tenir compte que quand on arrive sur la page d'accueil, c'est pas instantanément qu'on se met à cliquer sur la page suivante, il s'écoule quelques secondes avant qu'on aille sur la page suivante. De la même manière, s'il y a un morceau de JS qui charge un diaporama régulièrement, il va en tenir compte, il va attendre un petit peu. Donc il y a toute cette notion-là de temporalité qui est intégrée, qui du coup est assez sympa. Et là, ce qu'on voit, c'est que là, sur cette montée en charge-là, les chiffres qui sont un peu intéressants, c'est de voir que les connexions, au plus fort de connexion, il y a eu 15 connexions par seconde, que la page, au final, au maximum, il y en a eu 117 servies par seconde, et que le nombre de requêtes par seconde, on en avait 360. Alors pourquoi le nombre de requêtes, le nombre de pages, le nombre de connexions c'est différent? C'est parce qu'une page, il y a plusieurs fichiers. Pour chaque fichier, on fait une requête. Et du coup, à côté, on s'amuse à voir les graphes. Et les graphes, ce qui est intéressant, c'est pas forcément que le serveur ait toujours répondu en disant « Ok, j'ai réussi à servir la page », parce que ça, au final, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il ait servi la page dans un temps raisonnable. Sinon, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il croit que ça marche pas, il refait actualiser, il refait une requête, ça refait charger le serveur. Sur un site qui va se mettre à dépasser X secondes de chargement, donc après ça va dépendre des sites, mais au bout de 3 ou 4 secondes de chargement, on va se retrouver à avoir un effet boule de neige. Parce que les gens ils tentent de se connecter, ça ne s'est pas connecté, ils retentent, paf, ça s'écroule. C'est assez rigolo. Sauf quand ça survient la nuit et que ça fait ce rigolo. Non. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que le serveur, il a bien réussi à servir systématiquement les pages web. Par contre, on voit que à partir de là, il passe au-dessus de 2 secondes pour servir les pages. Et puis là, il passe au-dessus de 4 secondes. Et bon, ça dépend de la politique qu'il y a, hein, mais moi, je vais dire qu'au-dessus de 4 secondes, l'utilisateur, il en a marre, il change de site ou il réactualise. Et donc, on voit qu'après, il arrive à servir ses pages, mais au bout de 10 secondes. Donc, au final, alors qu'on aurait pu dire « Ah, ça a tenu la charge », ben pas du tout. Ça n'a pas tenu, ça n'a pas assez tenu. Ça rame. Et l'autre morceau qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les erreurs qui ont été générées. Donc là, on voit les erreurs HTTP. On voit qu'il y a eu que des retours HTTP 200, donc ça veut dire que ça a fonctionné, et quelques 303 parce qu'il y avait des éléments qui étaient redirigés.
Donc voilà, ça c'est le truc à pas faire. Faut pas se fier juste à ces chiffres-là. Parce que quand ça sera un humain, ça voudra rien dire. Si ça s'est pas chargé, ça s'est pas chargé. Pour l'humain, ça marche pas. Le coup avec Typo 3, c'est qu'on se retrouve assez rapidement à le saturer. Cyril le disait tout à l'heure, même en ayant réussi à faire des optimisations un petit peu dans tous les sens avec du PHP, du machin, du bidule, du truc, on se retrouve à avoir Typo 3 qui va, pour une simple page web, une page d'accueil, qui va charger 20, 25, 30, 40 éléments. Je crois que le record sur une des pages de Typo 3 que j'avais vu, c'était 150. Bon, il y avait plein de petites images, c'est joli, c'est mignon. C'est de manière générale tous les sites web, de quels que soient les CMS. Ah oui. On voit beaucoup maintenant de plus en plus de JS qui sont chargés, même très fréquemment une vingtaine de JS. On voit encore beaucoup d'images, à chaque fois c'est des requêtes get supplémentaires. Et dans les 100 requêtes, c'est vraiment très fréquent, quoi. On y arrive vite. Alors, le principe de fonctionnement d'Apache, c'est que quand il doit servir une page, il a un nombre de slots pour servir ses utilisateurs. Ce nombre de slots est limité dans la configuration, parce qu'on va lui dire qu'il a le droit de lancer X processus, on va dire 10 processus, que chaque processus a 250 slots. Donc le nombre maximum de slots qu'il va pouvoir avoir en simultané, c'est 2500. Alors ça se modifie, ça se tune dans la configuration. Il n'y a pas de configuration magique qui marche sur tous les serveurs parce que ça va dépendre de la consommation mémoire du logiciel qu'il y a derrière, ça va dépendre de ce qu'on y a fait, ça va dépendre de tellement de choses que ça s'adapte. C'est quelque chose qui est vivant. Vous ne pouvez pas avoir une configuration Apache et vous dire qu'elle sera bonne toute votre vie. Vous allez mettre à jour Typo 3, vous allez rajouter une extension, vous allez changer une option. Ça va manger un peu plus de RAM, il va falloir diminuer le nombre de fils parce que sinon vous allez swapper et d'un coup, paf, pastèque, vous n'avez plus assez de slots. À chaque fois que vous allez avoir une image, ça va bouffer un slot. À chaque fois que vous allez avoir un JS, ça va bouffer un slot. À chaque fois que vous allez avoir quoi que ce soit, ça va bouffer un slot. Alors, les navigateurs de nos jours, ils sont un petit peu intelligents. Ce qu'ils font, et c'est un truc que vous pouvez trouver des fois en astuce de Webmaster, c'est le principe de dire je ne télécharge pas plus de X éléments en simultané sur un même domaine. C'est pour ça que des fois, dans les astuces dessus qu'ils vous donnent, c'est que votre contenu statique, vous le mettez sur un autre domaine, même si c'est servi par le même serveur. Parce que là, vous allez pouvoir dire que static.monsite.com, le navigateur, il va s'amuser à charger ça en même temps qu'il est en train de charger monsite.com. Et on parallélise du coup le chargement des... Voilà, et on bouffe plus de slots sur la page, donc on a moins d'utilisateurs simultanés possibles sur la page. Donc il y a un coup où ça se mord un petit peu la queue, où il y a un compromis à trouver. Le fonctionnement d'Apache, après, il faut voir comment ça fonctionne Typo 3, même quand on active le mode cache. Donc tout ce qui est cache fichier, vous savez sûrement mieux que moi comment ça fonctionne au niveau de Typo. Reste que le principe est toujours le même. C'est au moment où on charge la page, Typo 3 il va bien devoir faire un test à un moment ou un autre pour définir s'il doit régénérer la page ou s'il doit juste la servir. Ça c'est au niveau des send cache page header là, en TypoScript. Il y a Typo 3 qui envoie du coup dans les headers HTTP l'information au navigateur en lui disant est-ce que c'est une nouvelle page ou est-ce qu'elle a déjà été générée pour piloter le cache côté client, quoi. Ça c'est pour le cache côté client. Il y a aussi Typo 3 qui va selon vos types d'objets, si vous avez des objets int sans cache ou si vous avez des objets classiques qui peuvent être mis en cache, qui va donc faire des requêtes PHP ou non. Et donc là ça dépendra du travail qui a été fait de développement et d'intégration, et donc plus c'est en cache mieux c'est, mais parfois il y a des objets qui ne peuvent pas être mis en cache comme les formulaires, comme certains éléments qui doivent être dynamiques, et donc là vous allez avoir des requêtes PHP. Alors justement c'est là où est le problème, c'est que c'est pas il va faire des requêtes PHP ou non, c'est qu'il va tout le temps en faire, toujours, parce qu'il a besoin de tester. Il a besoin de savoir est-ce que cette page est en cache ou pas, et en HTML on ne peut pas faire un test. Donc si vous chargez une page qui est cachée de la meilleure manière possible et imaginable, c'est pas propre à Typo 3, c'est propre à n'importe quelle application qui a un cache de manière applicative, ça va faire du PHP, ça va faire des tests et ça va ramer. Au bout d'un certain temps, ça va ramer. Donc du coup, un proxy cache, c'est quelque chose qui se met en amont.
qui va se mettre entre le client et le serveur web, que ce soit Apache, Nginx ou n'importe quoi, et qui lui va intercepter les requêtes et regarder s'il est capable de les traiter. Alors quand on dit s'il est capable de les traiter, selon quelles conditions, ben justement c'est là où c'est fin, c'est que c'est vous qui allez devoir poser les conditions. Et quand je dis c'est vous, ça veut dire que vous allez devoir connaître votre typo 3 et ses extensions sur le bout des doigts. Vous pouvez vous amuser à avoir une configuration tout à fait gruique en disant copain proxy, s'il te plaît, je voudrais que l'intégralité du site soit cachée pendant 48 heures, quoi qu'il arrive. Et la seule chose après que vous faites, c'est que vous considérez que vous devez purger vos caches dans typo 3 et que quand vous purgez vos caches de typo 3, ça envoie l'instruction à Varnish de dire purge ton cache, recalcule-le. Ça, c'est une manière de faire. C'est pas la plus élégante. C'est pas celle qui pourra fonctionner toujours. Parce que ça va fonctionner si vous faites un site qui est que pour des utilisateurs lambda, toujours les mêmes. Le problème, c'est que vous n'avez pas des utilisateurs lambda toujours les mêmes. Vous allez avoir des fois des parties authentifiées. Vos utilisateurs, ils vont venir avec des paramètres différents, avec beaucoup de choses différentes. Et c'est là où il va falloir commencer à mettre de l'intelligence. Donc le principe au niveau du proxy, c'est qu'il va regarder en fait la requête qui lui arrive. Il va prendre tous les paramètres de cette requête. Et il va regarder s'il a déjà une requête qui a été faite avec les mêmes paramètres. Si oui, il doit avoir une page qui a été générée en cache. Et il va regarder si ce cache est toujours valide ou pas. S'il est toujours valide, il envoie. Alors quand je dis tous les paramètres, c'est que ça va regarder par exemple votre user agent, donc votre navigateur. Du coup, ça sait depuis quel périphérique vous venez. Ça va regarder vos cookies, si vous en avez envoyé, ça va regarder tout. Et du coup, c'est là où ça pose problème et il faut commencer à mettre de l'intelligence. Parce que autant sur une image JPEG, vous n'allez pas avoir de problème de cookies, parce que c'est juste une image, tout le monde demande la même image, ça marchera toujours. Quand vous allez vous retrouver à faire des demandes pour un formulaire ou n'importe quoi, qui commence à y avoir des cookies et des sessions, le cache, à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui viendra sur ce formulaire, qui aura du coup une session différente, il va considérer que c'est une requête différente. S'il considère que c'est une requête différente, du coup, il transmet au serveur web derrière. S'il transmet au serveur web derrière, votre proxy, il sert à rien. Il aura servi pour quelques images, c'est tout. Donc du coup, vous allez devoir commencer à mettre un petit peu d'intelligence dans votre proxy pour lui dire les user agents, tous les user agents qui contiennent iPhone, du coup, je vais considérer que c'est les mêmes. Tous les user agents qui contiennent iPad, je vais considérer que c'est les mêmes. Donc déjà, vous généralisez un petit peu comme ça, voir si vous faites qu'une seule version de site web, que vous n'avez pas prévu d'avoir des choses personnalisées pour les téléphones portables, les tablettes, etc. Vous dites l'user agent, tu le dégages. Et là, du coup, vous enlevez déjà une couche un paramètre en trop au niveau de ce qui est envoyé à Varnish. Et du coup, le fait d'avoir enlevé ce paramètre en trop, vous diminuez le nombre de pages en cache, le nombre de versions de pages en cache qu'il va devoir avoir. Et c'est comme ça qu'il va falloir progresser, en trouvant un petit peu tous les différents paramètres que vous avez dans votre typo 3, dans vos extensions, et qu'est-ce que vous pouvez dégager parce que ça ne sert à rien. Dans les autres exemples, il y a le principe donc, des sessions, il va y avoir le principe des cookies, mais du coup, ça permet de faire des trucs. C'est tout. C'est tout. En fait, on peut faire de la regex, on peut faire... à partir du moment où on peut faire regex, de toute façon, on peut tout faire. Et on peut le faire sur chacun des headers, et on peut rajouter des headers, en enlever, faire des conditions avant, après, etc. Et du coup, l'astuce qu'il y a, c'est qu'on peut faire des trucs assez sexy. Genre, si on met un cookie quand les utilisateurs sont logués dans le back-end, après, quand vous appelez votre Varnish, vous dites vérifie s'il y a ce cookie. S'il y a ce cookie, c'est que l'utilisateur est logué en back-end, et donc du coup, tu sers tout sans cache. Ce qui permet que la personne qui est en train de faire des modifications dans le back-end, il a une version du site qui est systématiquement servie sans cache. Ça, c'est bien. Ça, c'est pratique.
Parce que Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. si tu arrives à me dire quel est le cookie de ton back-end, moi j'attends toujours. C'est vrai. Mais voilà, en théorie, on peut le faire. Il faut juste avoir le cookie. Euh, je vais vous passer rapidement pour regarder une conf Varnish, comment ça marche. En premier, on définit Varnish, on les définit un ou des backends. Parce qu'il peut y avoir plusieurs frontaux web derrière. Du coup, vous pouvez faire des trucs assez fins pour pouvoir lui dire que cette partie du site, elle est servie par un backend, cette autre partie, elle est servie par un autre. Après, ici, on a une ACL purge. C'est pour dire quels sont les gens qui ont le droit d'envoyer un purge à Varnish. Quels IP. Et ça va permettre de rajouter, en mettant une extension qui s'appelle mock varnish à typo 3, ça permet que à chaque fois qu'on purge le cache de typo 3, ça envoie l'instruction à varnish pour lui dire de purger son cache. Ce qui fait que voilà, vous ne vous retrouvez pas avec des problèmes de cache à la con, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Alors ça, c'est un point sur lequel on n'est pas encore arrivé au bout de la problématique, puisque l'extension mock varnish gère pas correctement, d'après ce qu'on a vu en tout cas, le vidage partiel d'une partie seulement de l'arborescence du cache. C'est pas qu'elle gère pas correctement, c'est que c'est juste pas codé. Voilà. Ils ont prévu le bout de code et ils l'ont pas encore fait. Dans la doc, donc on a prévu de le compléter, mais on n'a pas encore trouvé le temps de passer la demi-journée pour faire le dev. Mais en fait, donc là, à chaque fois qu'on vide les caches de typo 3, on vide l'intégralité du cache varnish. C'est pas dramatique, mais ce serait mieux de pouvoir vider uniquement une partie du cache. Mais par contre, côté varnish, on peut préciser par expression ce qu'on veut supprimer, comment ça se fait. Parce que je vais te montrer toute la conf qu'on a faite là, avec les différents trucs rigolos ou pas. Alors, on a commencé par dire que les headers envoyés par typo 3 qui donnent le cache control, on va considérer que c'est du caca et qu'on fait ça nous. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est du caca? C'est parce que c'est le client qui le configure, c'est le client qui peut le configurer, et on n'a pas confiance dans le client. L'utilisateur, c'est le mal. Il fait que des bêtises. Après, on a le principe de faire un test si c'est une requête purge et qu'on purge. Donc là, c'est là où on va se retrouver à vérifier que l'IP du client est dans les ACL autorisés. Si oui, on fait un purge au niveau de la page. On dit celle-là, ce morceau-là qui est en cache, dégage-le. Puis du coup, au moment où ça va être appelé, ça régénère une nouvelle fois la page. Alors après, ça c'est un truc qui est plutôt sympa avec un proxy cache en amont, c'est que si votre serveur web tombe en panne, c'est pas grave, il y a une copie des pages dans le cache et du coup ça continue à servir le site. Donc ça peut vous permettre de faire des mises à jour de votre applicatif ou de votre serveur, de faire un redémarrage complet de votre serveur web sans que le client le voit du tout. C'est le seul cas qui peut se produire, c'est s'il va sur une page qui n'était pas encore calculée, qui n'était plus dans le cache. Ce serait quand même pas de chance. Donc après, il y a le principe de dire si c'est des requêtes qui sont un petit peu bizarres, donc pas un get, pas un head, pas un put, on se contente de piper. Donc on envoie tout au serveur web, et le serveur web répond directement. Varnish ne fait aucun traitement quand c'est en mode pipe. Et puis du coup, juste après, on fait en mode pass pour ce qui n'est pas un get, ce qui n'est pas un head. On passe tout simplement pareil, on ne fait pas de traitement. Alors, différence exacte entre pipe et pass, je ne l'ai plus en tête. Pardon. Alors ça c'est justement si on veut commencer à faire des regeps un peu rigolotes. Ça c'est pour pouvoir dire des différences sur le user agent. Parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait une extension typo 3 qui regardait le user agent et par rapport au user agent, il redirigeait ou pas sur la page mobile. Le problème, c'est que du coup, ça demandait un double traitement systématique. Le faire directement dans le varnish, c'est plus efficace. C'est ce petit truc où, à tant qu'à faire, on fait les choses en amont, ça évite de devoir faire le traitement plus tard, on économise des étapes. Alors,
Dans certaines docs, ils nous expliquent que pour se loguer sur Typo 3, attention, il faut des pipes, sinon ça marche pas. Bon, si, ça marche. Bon, dans le doute, du coup, on a quand même dit touche à rien, laisse passer, mais paraît que dans certains cas, il peut y avoir des soucis. Donc ça, c'est le morceau où ça fait pas de mal. Donc du coup, on l'a laissé. Et de manière plus générique, en fait, ce qu'on a dit, c'est que tout ce qu'il y a dans le répertoire Typo 3, on ne le cache pas. Et c'est là où on peut se retrouver avec des soucis. C'est que normalement, dans le répertoire Typo 3, je vais me faire taper si j'ai une bêtise, parce qu'il y a des gens qui connaissent Typo 3, je crois, ici. Dans le répertoire Typo 3, il est censé y avoir que le côté back-end. Le problème, c'est qu'il y a certaines extensions que j'aurais du coup tendance à dire mal foutues, qui s'amusent à avoir des morceaux de back-end, pas dans Typo 3, mais dans d'autres répertoires. Et du coup, ces autres répertoires-là se retrouvaient à être en cache, et ça faisait du problème. Donc là, ces extensions qui étaient concernées, j'avais Templa Voilà, PowerMail et Solaire. Alors ça là, on était triste. Ça nous a fait des soucis. Donc, de la même manière qu'ici, on mettait un pass pour tout ce qui était dans le répertoire Typo 3, il a fallu rajouter pour les extensions Typo 3 qui étaient mal foutues, un pass quand c'était elles qui étaient appelées. On l'a fait de manière un peu fine, c'est-à-dire qu'au lieu de juste dire tout ce qui était dans le répertoire de l'extension, on ne le cache pas, on a dit tout ce qui est dans le répertoire de l'extension et qui n'est pas un fichier JPEG, quel que soit l'orthographe, GIF ou PNG, on ne le cache pas. Or ça, c'est les morceaux qui peuvent à terme justement poser des problèmes de perf. On parlait tout à l'heure du principe du moteur de recherche qui s'amuse à faire des requêtes à chaque lettre qu'on tape. Peut-être que là on pourrait s'amuser à faire du cache, mais est-ce que ça serait pertinent? Le truc, ça serait de regarder est-ce que c'est toujours les mêmes mots qui se font requêter dans le truc de recherche. Si oui, ça peut être pertinent. Dans les astuces à 2 francs, mais qui peuvent un petit peu sauver, c'est de rallonger le temps qui se passe entre le moment où on a tapé une lettre et le moment où ça décide de faire une requête. Si on le met à 2 secondes, au lieu d'1 seconde, on va diviser par 2 le nombre de requêtes qui se font. Donc il y a du tuning qui peut se faire comme ça en amont. Après, il y a le principe de systématiquement faire du cache sur les images. À moins que vous ayez fait des trucs un peu vicieux et assez rigolos ça a une extension JPEG, mais en fait c'est du PHP qui génère une image. Ça c'est bien, ça c'est pratique. Et après il y a le principe, donc ce que je listais tout à l'heure. Ouais, là tu caches aussi les médias, donc pas que les images, mais aussi les CSS et les JS. Voilà. Et donc là, Typo 3 est capable de mettre un hash, donc une série de nombres aléatoires derrière les CSS et les JS pour justement détecter le changement et les modifications dans les fichiers. Ça c'est un truc de Typo 3 qui est assez malin. Le principe d'à chaque fois mettre un nom différent sur le fichier CSS ou sur le fichier JS, ça permet lorsqu'il y a un changement du template, l'utilisateur va forcément se retrouver à avoir la dernière version du JS ou du CSS. Ça, c'est pas un problème de varnish ou n'importe quoi, c'est un truc qui a été implémenté pour éviter de faire confiance au cache des navigateurs. Et, du coup, et ça, c'est plutôt bien foutu. Dans ces cas-là. Et puis donc ça c'est le petit morceau dont je parlais tout à l'heure, le principe de dire quand je vois un cookie qui dit que c'est un utilisateur qui est logué dans le back-end, ce que je vais faire c'est que quelle que soit la requête, je vais juste envoyer un truc en disant passe. Et par contre, ce que j'ai envie c'est de le savoir que j'ai fait ça. Et du coup je rajoute un header, Cyrinfo, peut-être parce qu'il s'appelle Cyril le gars, qui m'explique que la personne est loguée. Ça, c'est un petit truc pour débugger Varnish qui est assez rigolo. Ça, on peut rajouter des headers tant qu'on veut. C'est pas gênant, coûte pas cher. Et ça permet du coup de se retrouver à voir par où est passé le traitement. On peut aussi jouer avec à regarder les logs de Varnish. Ça dépend ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de meilleure solution l'une que l'autre. Ça dépend des cas. Et le coût des cookies, les cookies, c'est pénible. C'est pénible les cookies. Là, ce qui se fait en fait au niveau des cookies, c'est que on veut virer les cookies s'ils sont vides. Mais si un cookie Google Analytics, on le dégage aussi. Et il y a des finesses du coup pour pouvoir au lieu de simplement virer tous les cookies quels qu'ils soient,
on vire les cookies Google Analytics et on vire les cookies vides. Et l'astuce, c'est de virer le cookie Google Analytics avant de virer le cookie vide. Comme ça, si on avait viré le cookie avec Google Analytics et qu'on se retrouve avec un cookie vide, on dégage tout. Alors pourquoi faire ça ? Tu peux détailler un peu là. Voilà. Je m'embrouille bien dans ma tête, mais je m'entends bien avec moi-même. En fait, on se retrouve à avoir Typo3 qui envoie des cookies. C'est pas bien parce que les cookies, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça donne un paramètre en plus et ça peut empêcher Typo3 de servir la même page. Si le cookie est différent entre deux utilisateurs, il va considérer que la page doit être différente et donc il va servir, il va reappeler le serveur web derrière. Il va pas mettre en cache du coup. Enfin, il va mettre en cache, mais comme ça sera toujours différent, il n'y a pas de cache. Donc le principe, c'est d'essayer de dire à Typo3 et aux différentes extensions de ne pas faire de cookies. Toutefois, il y a des cas où les cookies, il y en a quoi qu'il arrive, c'est le principe du Google Analytics. Je pense qu'il doit y avoir au moins une personne dans cette salle qui utilise Google Analytics et qui du coup serait bien content que ça continue à fonctionner. Donc du coup, dans un cas comme ça, on enlève le cookie Google Analytics et on ne vire pas les autres. Ce qui permet que si vous avez une extension qui a besoin du cookie, par exemple parce que vous êtes logué, au moins on n'y a pas touché. C'est mal parce que du coup la page ne sera pas en cache, mais au moins ça continue à fonctionner. Donc ça c'est un truc à manier avec précaution parce qu'il faut faire attention à ce que vous n'ayez pas une extension qui s'amuse juste à afficher un logo Twitter qui vous rajoute des cookies. Ça va vous empêcher de faire du cache pour rien vous apporter. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de connaître votre Typo3. Et le principe, après, c'est que le cookie, une fois qu'on a fait un petit peu du ménage dedans, si on s'aperçoit que la chaîne cookie elle est vide, on fait carrément un unset de cette chaîne pour envoyer absolument aucun paramètre, comme ça, c'est propre, c'est clair, on a fait le ménage avant d'envoyer tout ça. Sur les cookies, l'idée de session PHP n'est pas différent à chaque utilisateur. Si. Alors, ça fait partie des morceaux, des fois c'est un peu magique, au niveau que moi j'ai vu des trucs bizarres avec Typo3 justement sur ces morceaux-là. Enfin, je soupçonne que c'est pas propre à Typo3, que c'était plus des extensions qui faisaient un peu nawak. L'ID utilisateur est différent et du coup, si tu n'as pas besoin de connaître l'utilisateur, tu le vires. Pas l'ID utilisateur, l'ID de session. L'ID de session, ça te permet d'identifier ton utilisateur. Si tu n'en as pas besoin, tu le vires. Ça va, en fait, ça va pas du coup au final jusqu'au truc. C'est le serveur web, lui, il a rien vu. Donc du coup, il a pas vraiment généré d'ID de session. C'est entre guillemets, tu vas en avoir un, mais qui est le même pour tout le monde. C'est pour ça qu'un varnish mal configuré, vous allez pouvoir faire du vol de session avec. Donc faut faire gaffe. Faut y aller franco au niveau des tests de prod, vraiment faire les tests dans tous les sens, en se méfiant et puis en faisant des trucs un peu sioux, parce que c'est facile de se faire du vol de session. Parce qu'on s'est dit que la page identifiée, il n'y a pas besoin, de dire qu'elle est en no cache. Donc du coup, la page identifiée, si c'est l'administrateur qui la génère le premier coup, bah après, pendant les 10 minutes où cette page est en cache, tout le monde va arriver sur la page en étant l'administrateur. Ce qui est dommage. Ça peut être une feature. Après, voilà, pour les extensions MP4, faut faire du pipe. Sinon, le streaming ne va pas marcher. Et après, pour toutes les requêtes qui, du coup, n'ont pas été matchées avant, on finit par faire un return lookup, c'est-à-dire renvoyer en disant « je tape ce que j'ai dans mon cache ». Alors après, les morceaux un peu rigolos qu'on a encore, alors ça, c'est pas passionnant. Ce qui se passe ici, c'est d'expliquer que si jamais le serveur web fait nawak, il a commencé à lever une erreur 500 ou juste il n'a pas répondu, le serveur web derrière, quoi qu'il en soit, on se retrouve à avoir un cache de 1 heure. Ce qui veut dire que là, j'arrête la page, le varnish il va continuer à servir la page pendant 1 heure. Puis au bout d'1 heure, il va dire non, je suis désolé, moi j'ai mon cache qui a expiré, je ne peux plus rien faire pour toi, bonne chance. À côté de ça, alors là en fait c'est la sortie, c'est le post-traitement. Parce que varnish, on peut faire des traitements en entrée, on peut faire des traitements en sortie.
Le traitement en entrée, ça va être du nettoyage pour essayer que la requête soit la plus générique possible pour générer, pour essayer que la mise en cache matche le maximum de cas. En sortie, on va faire du post-traitement pour justement mettre des conditions un petit peu plus sympas ou pour réécrire des choses qu'auront pu dire typo 3 ou qu'auront pu dire l'Apache. Là, en l'occurrence, donc, ça va être de dire que quand c'est un fichier de type PNG, GIF, JPEG, Flash, JavaScript ou CSS, on vire les cookies, parce que pour ça, il n'y a pas besoin de cookies. Donc si jamais on avait commencé à mettre un cookie, pof, 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 on le vire. On n'en veut pas. Toujours le bon vieux principe de ne pas faire confiance à l'applicatif derrière. Et puis, du coup, on va balancer une instruction au navigateur pour lui dire que vas-y, ça, tu peux mettre en cache et tu peux le garder un petit moment. C'est ce qui va faire que le navigateur ne va pas redemander la CSS à chaque fois qu'il charge la page. Après, on va lui dire que dans Varnish, à moins, sauf instruction contraire, il va garder la JPEG ou le CSS, il va le garder pendant une semaine. C'est de toute façon, si jamais vous changez, si jamais vous renommez l'image, c'est un peu bizarre de votre part, mais au pire des cas, vous cliquez sur Purge dans votre cache typo 3 et ça y est, c'est fini. Ah tiens, celle-là, je me souviens plus de ce que c'est. Et là, j'ai un trou de mémoire. Pour les images, c'est pareil que pour les CSS, vu qu'elles proviennent de typo 3 temp et qu'elles sont générées avec un code. Si on régénère le cache des images, ça permet de rafraîchir aussi ce que va afficher Varnish, puisque les noms d'images vont être différents. Par contre, si vous avez des chemins directs en dur et que vous renommez l'image, que vous l'écrasez en gardant le même nom, elle ne sera pas mise à jour. Purge le cache et puis rouge jeunesse. Alors ces deux lignes-là, je ne sais plus. Après, il faut voir, moi je ne suis pas expert Varnish, je suis expert... on me lâche dans la nature sur une infrastructure que je ne connais pas, je la fais tomber en marche et je l'améliore. Après, tchac. Alors ça, c'est tous les edge side issues. Donc, ouais, ça c'est rigolo. Là, de dégager l'accept encoding, ça permet de rendre le cache un petit peu plus générique, de la même manière que le unset cookie. Au moins, voilà, on est... Parce qu'on se retrouve en fait, suivant si le navigateur est dit que moi je veux bien parler comme ci, moi je veux bien parler comme ça, chaque navigateur se retrouve à dire lui ce qu'il aime. On se retrouvera à avoir une page qui est générée différemment pour chaque navigateur qui viendrait. Non, c'est pas utile. C'est pas utile, donc du coup... Edge side include, on peut les utiliser avec typo 3 et ça permet en fait... je sais pas si tu avais prévu de montrer ça juste après. Je vais plutôt en parler. Les ESI, ouais, c'est un peu après. Mais ça permet du coup d'avoir des zones qui sont... pour les extensions qui ne sont pas en cache, donc pour les COA int, pour les user int, ça permet de les afficher à part, sans le cache Varnish, mais d'avoir quand même tout le reste de la page qui est dans le cache Varnish. Donc si vous avez juste un moteur de recherche sur votre page ou un formulaire qui est tout le temps là sur toutes vos pages, vous allez quand même avoir l'intégralité de votre site mis en cache, sauf le petit carré presque à la façon d'une iframe qui lui sera chargé sans le cache. Et pour ça, il y a un petit peu de typoscript tout simple, ça crée en fait une page virtuelle avec un type, vous savez les page type là, donc ça crée un nouveau type de page qui n'effectue le rendu que de cette extension là et qui ensuite le réaffiche au sein de la page mise en cache. En fait, de la même manière que vous allez avoir une div sur votre page, vous allez avoir une balise ESI qui va vous permettre de dire à cet endroit-là, j'affiche donc tel autre contenu. Et après, dans Varnish, vous allez pouvoir configurer de dire quand c'est une page qui vient de tel endroit, vu que l'ESI se retrouve à appeler une page qui est ailleurs pour remplir ce petit endroit, vous pouvez mettre des paramètres de cache différents. Donc vous allez pouvoir dire que votre ESI, sur la page d'accueil par exemple, vous voulez juste afficher nom-prénom en haut à droite de la personne. Vous allez dire ESI en disant je veux que tu charges la page qui est dans, je dis n'importe quoi, /user /ma page. Et après dans Varnish, vous allez dire que toutes les pages qui sont dans /user, vous voulez qu'il n'y ait absolument aucun cache. Du coup, toute votre page web va être directement donnée par Varnish, sauf ce morceau-là qui sera systématiquement recalculé en demandant au serveur web.
Ce qui permet d'avoir un traitement qui est quand même beaucoup plus léger. Bon, C'est l'extension Typo 3 Varnish qui gère oui, le Mock Varnish, ouais. C'est intégré maintenant, là, ça marche quasiment automatiquement. Et donc c'est plutôt simple à configurer en tout cas. Ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, c'est assez récent. Et je pense qu'il y a des nouvelles modifs qui vont bientôt arriver. Et en tout cas, nous, on doit en rajouter une dans l'extension pour pouvoir vider les caches par rubrique. On n'a pas vraiment parlé de Varnish parce que c'était pas. Enfin, parler du logiciel Varnish, de comment il a été développé, pourquoi, etc. Mais j'avais assisté à une super conférence du développeur de Varnish il y a 2 ou 3 ans en Allemagne et qui nous avait expliqué le pourquoi de développer Varnish. Et je ne veux pas trop dire de bêtises, mais il me semble que c'est développé en langage machine très bas niveau. Je pense que c'est directement en assembleur. Et c'est un logiciel qui est très très léger, qui fait quelques kilooctets et qui du coup est tellement bas niveau qu'il est monstrueusement rapide puisqu'il n'y a pas de surcouche et de langage intermédiaire. Et il est assez basique dans son fonctionnement, donc il fonctionne avec absolument tous les systèmes possibles et imaginables qui génèrent des pages HTML, quoi. Donc peu importe la version. Ou même autre chose, il arrive à faire un petit peu avec n'importe quoi. C'est juste le protocole HTTP. Après, vous mettez n'importe quoi derrière votre protocole HTTP. Varnish, il va savoir papoter avec. À moins qu'il y ait un truc vital, on va peut-être passer à un truc. Ouais. De déploiement, le Varnish, il vient déployer plutôt sur un serveur dédié en vraiment frontal. Vous le mettez sur la même plateforme que le serveur d'application. Ben, ce que tu veux en fait. En fait, Varnish, tu vas lui dire tu écoutes sur tel IP et sur tel port. Et le vrai serveur web, il se retrouve sur tel IP et sur tel port. Après, tu peux mettre les deux sur la même machine, c'est pas gênant. Et donc, dans ces cas, tu dis que ton serveur Apache, il écoute que sur 127.0.0.1 et Varnish, il écoute sur l'IP public. Tu peux le mettre aussi sur une autre machine. Lui, il s'en fout, il fait du TCP/IP. Après, tu le mets bouillant, tu veux. Sur une même machine, les ressources demandées par l'application, par PHP, ont tendance à beaucoup influencer le Varnish. Ça s'équilibre. Bah, c'est du cas par cas. C'est con à dire, mais c'est du cas par cas, parce que ton PHP, s'il leak de la mémoire comme un goré, il influence toutes les applications, donc y compris Varnish. Je vais traduire un mot, leaker de la mémoire comme un goré. Ça veut dire une fuite de mémoire, par exemple. Voilà. Il faut. Moi, je parle Quoi, c'était pas assez imagé ? Côte à côte, mais. Alors, quand le truc PHP il fait n'importe quoi et qui finit par saturer les 12 Go de RAM, moi j'appelle ça leaker comme un goré. Non, le truc, ça va être du cas par cas. Si tu as ton serveur... En fait, Varnish, tu vas lui accorder une certaine taille mémoire qui ne doit pas dépasser. Tu lui dis, tu as droit à 1 giga pour faire tes conneries. Lui, il va prendre cette RAM-là et il va le remplir avec son cache. Et il va faire son petit garbage, etc. pour rester dans ce giga-là de RAM. Et il va charger tout ce qu'il peut dedans. C'est-à-dire que si tu as tendance à surtout demander des images, il va surtout charger les images, les CSS, du code généré. Il y met un petit peu tout. Et du coup, au final, quand tu te retrouves à interroger le serveur web, tu n'as même pas d'accès de disque qui se fait. C'est tout se retrouve directement balancé par Varnish sans que ça arrive jusqu'au disque dur. Et c'est directement de la RAM. Et c'est ça qui te permet d'avoir des performances assez sympas. On peut, mais tant qu'à faire, autant tout balancer en RAM. Voilà, c'est le truc. Donc c'est systématiquement tu vois au fur et à mesure par rapport à ce que tu fais. Ceci dit, par rapport à la demande initiale, est-ce qu'on le met sur un dédié ou sur la même machine, nous on en arrive à... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on avance là-dessus, mais j'aimerais bien qu'on finalise cette idée de dire on va avoir un serveur Varnish qu'on va pouvoir facilement utiliser, en mutualiser un peu, faire une espèce de machine. C'est fait pour. Voilà. Pour qu'on puisse facilement, dès qu'on a un Typo 3 qui a besoin d'un Varnish, le connecter à notre serveur Varnish qui est dédié là-dessus et qui sera multi-plateforme Typo 3 en fait.
Varnish, comme il sait voir quel est le nom de domaine qu'on a demandé, par rapport au nom de domaine, il sait qu'il doit aller sur un back-end ou sur un autre. Euh, donc on peut avoir un seul serveur Varnish pour plusieurs serveurs web, et inversement, on peut avoir plusieurs serveurs web pour un seul serveur Varnish. Tiens, je perds ma tête. Varnish, par contre, il y a des fausses bonnes idées quand on veut jouer avec. Parmi les fausses bonnes idées qu'on a testées, et c'était définitivement une fausse bonne idée, c'est le principe de dire à Varnish, tu vas balancer les pages GZIP. Parce qu'on se retrouve effectivement à économiser un petit peu de bande passante. Par contre, on bouffe le CPU, mais bien. On se retrouvait à saturer le CPU. Ouais, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, même sans Varnish, faut se méfier de ces extensions ou des fonctionnalités natives de Typo 3 qui zippent les médias, c'est pas toujours une bonne idée. Mm. Et ça mérite vraiment de faire les tests et d'observer le comportement du serveur. Et il ne faut pas croire que systématiquement il faut activer Script Merger ou les fonctionnalités de compression de Typo 3 qui sont maintenant natives depuis la 4.6. C'est vraiment pas toujours la bonne chose à faire. Comme les modes PageSpeed de Google qui se mettent sur Apache, il y a des fois ils peuvent faire gagner du temps, mais des fois non. C'est des trucs qui sont faits pour optimiser du côté utilisateur en fait. Le problème c'est que l'utilisateur, on préfère que la page il mette 900 millisecondes à la charger et qu'il la charge plutôt qu'il mette 400 millisecondes mais que le serveur s'écroule. Ou alors on peut y mettre plus de serveurs et donc du coup c'est sympa aussi. Là, on va peut-être passer à Devoir du sang, donc là il est déjà... Tu veux quel morceau? Vas-y, dis-moi tout. Hein? Tu veux quoi? Je veux voir les tests de montée en charge en live. Ouais, on peut. C'est où? C'est pas là. À moins qu'il y ait un truc essentiel à avoir dans la compte Varnish, mais... Non, c'est... de toute façon, le fichier de conf qu'on a là, si vous voulez, je vous l'envoie. Mais de toute façon, vous vous retrouverez à devoir l'adapter, à devoir regarder le fonctionnement de votre Typo 3. Il y a quand même des fichiers type dans l'extension mock Varnish. Vous avez 3-4 fichiers type de config Varnish qui sont déjà plutôt bien foutus et qui permettent de tout de suite... Qui permettent de s'inspirer bien. Tout de suite s'y mettre, quoi. Mais après... on est allé très loin nous dans nos tests et c'est vrai qu'on a quand même levé des trucs assez subtils qui méritaient d'être ajoutés, quoi. Et après je vous parlerai aussi du retour d'expérience de la mise en place Varnish avec Typo 3. On a eu quand même 2-3 ajustements après la mise en production du Varnish et des points sur lesquels on n'avait vraiment pas anticipé. J'en parle juste après ça. Bah, y a un truc où malgré tous les efforts qu'on avait fait, en final on s'est planté, c'est qu'on avait au final le scénario premier qu'on avait s'est retrouvé à pas être le scénario qui s'est passé dans la prod. Bah, du coup on était très triste, ça n'a pas tenu. Mais voilà, on est parti à partir du mauvais scénario. Donc du coup c'était plutôt gênant. Varnish, on s'est retrouvé à la fin sur un serveur, donc il avait 12 Go de RAM et il galérait, 4 processeurs, des disques rapides, une VM avec un réseau gigabit. Alors sans Varnish, ça ramait un peu. Avec Varnish, on montait à 90 pages affichées par seconde. Voilà. C'est déjà pas mal. Pas grand monde pas beaucoup de serveurs web qui servent forcément systématiquement cette quantité de pages. Avec Varnish, on a saturé la carte réseau. Le problème, ça a été la carte réseau qui n'arrivait plus à débiter assez. C'est check. Donc là, tu nous as préparé un Typo 3 de base, mais de base puisque j'ai vu que tu as j'ai juste affiché Hello World. Alors j'aurais bien aimé qu'on ait un site introduction de package, mais apparemment tu arrives quand même à le temps de chargement, rien que la génération de Hello World, donc c'est pas plus mal. Alors moi j'ai fait une VM avec 512 de RAM, parce que je suis parti du principe que 512 de RAM pour afficher Hello World, on va dire que ça va suffire. J'espère. Donc on va faire à la mode Gorée, donc avec AB qui n'est pas utilisé si on veut faire un test un peu sérieux, mais qui là va correspondre parce que comme c'est une page qui se contente vraiment de dire juste Hello World, c'est celle-là la page. J'ai pas besoin de charger autre chose. Je veux juste savoir que j'ai fait un get sur l'HTTP.
Donc ça, c'est une machine qui est chez toi Voilà. au bureau, c'est ça, une machine virtuelle Non, sur notre cloud. sur ton cloud. Ouais, mais d'abord je vais faire sur le 3W, puis après je vais faire sur le Varnish. Donc ça, c'est un serveur avec 512 de RAM. J'ai mis 2 IP publics, une IP avec sa Apache qui écoute. La deuxième IP, c'est Varnish. Donc là, tu vas faire le test sur le serveur. Je vais vous qui n'a montrer, pas Varnish. je vais vous montrer d'abord avec Varnish, comme ça, après on va jouer carrément à le faire s'écrouler, c'est rigolo. Voilà, avec Varnish. Je soupçonne qu'un des trucs qui me ralentit un petit peu, c'est le fait d'être en Wi-Fi ici. En gros, vous avez vu à quelle vitesse ça a fait le 100 et le 200. Bon, ça fait comme ça normalement sur tout le long. Donc là, je l'ai configuré pour faire 500 requêtes avec 10 requêtes en simultané. Donc là, c'est quoi exactement 500 requêtes 500 requêtes et 10 à la fois. 10 à la fois, ok. C'est peut-être le parfait, effectivement, qui m'embête. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire de ailleurs. Ça me paraît une bonne idée. Je vais le faire de... Je vais le faire depuis une DSL chez moi. Ah non, je sais. Et non, parce qu'il n'est pas lancé. Donc, je vais faire de la DSL chez moi. Là, tu te connectes chez toi pour effectuer le test via un VPN, c'est ça? Ben non, je n'ai pas pu lancer mon VPN avec le magnifique pare-feu. Ouais, donc il y a un bon portail captif apparemment. C'est pas évident de... Ah bon, c'est pas le mot que j'utilise. Je vais quand même connecter sur un serveur histoire d'avoir un peu de bande passante. Donc là, donc 500 requêtes à raison de 10 par seconde, et j'ai pas AB. Génial. C'est l'effet démo. Dans l'installation, Varnish fournit des outils un peu de statistiques en disant voilà, j'ai tous ces objets-là que j'ai pas pu délivrer. Ouais, il est capable de te fournir ça en fait sur tes logs. Pas en termes, pas pu délivrer, mais en termes de dire typiquement on a des fois on oublie pour des configurations de cache. Il y a des composants qu'on n'avait pas vus et qui ne sont pas mis en cache. Et de se rendre compte que ces ressources ne sont pas mises en cache et que Varnish ne fait rien. Bah ça, tu Tu vois dans les peux jouer à logs faire des d'Apache, stats. en fait, aussi. Parce que du coup, c'est les seuls trucs qui sollicitent Apache, donc tu vois assez vite. Côté Apache, Bah ouais. Donc, du coup, c'est vrai que par contre, quand le client te demande des statistiques serveur, c'est pas évident parce que ton Apache se dort 90% du temps, donc il faut compiler les stats de Varnish et d'Apache pour pouvoir avoir des statistiques en fait. C'est si tu veux avoir des stats, si tu faisais de la WStat ou des choses comme ça, avec du Varnish, ça marche plus. Vu qu'il n'y a plus rien qui arrive jusqu'à ton Apache. Et s'amuser à écrire dans un fichier toutes les requêtes qui arrivent sur le Varnish, c'est pas forcément une bonne idée si tu veux vraiment avoir de la charge. Parce que du coup, Varnish, il va ramer à écrire son fichier et il va te ralentir ton serveur pour rien. Donc c'est là où du coup se retrouver à faire des stats avec avec du JavaScript, avec Google Analytics, Piwik ou autre, tu te retrouves à avoir des stats qui marchent encore plutôt bien. Je pensais plutôt en fait, à du pilotage d'optimisation du cache, c'est que d'avoir le ratio, par exemple, de dire cette ressource, elle est mise en cache à 20%, alors que toutes les autres, elles sont à 90%, je vais occuper le cache. Varnish est livré avec des commandes en ligne. Donc certaines sont un peu fausses, mais d'autres, par exemple, Granistogram, des missives. En fait, ce qui a été pris en cache, c'est ce qui n'a pas été pris en cache. En fait. Donc tu peux suivre à peu près. Après, tu as un listing Bah oui. à la top des choses qui sont en cache, des choses qui sont sorties du cache, etc. Donc il y a quand même un peu plus d'analyse, une analyse un peu plus poussée. Mais il y a des tags utilitaires qui permettent de suivre le cache, en fait, le fonctionnement du cache. Bah oui. Pourquoi copain il veut pas? Le slash à la fin? Oh putain.
Voilà, c'est pour ça que j'aime pas AB, merci. Donc là, on peut s'amuser à monter au niveau du nombre de requêtes en simultané. Allez, on va faire 5000 avec 100 à la fois. Oui, c'est Varnish arrive à patater un petit peu. Donc, Varnish arrive à patater, ça veut dire qu'il répond rapidement aux demandes qui ont été effectuées. Mais d'accord, j'ai parlé avec un cul de poule à partir de maintenant. Oui, donc Varnish arrive vachement. Voilà, On le. dire aussi, il patate comme un goré, je pense. Oui. C'était valable. Ça. Voilà, Varnish, il est tellement joyeux qu'il serait capable de sauter d'un arbre. Voilà. Quand on regarde un petit peu les stats de copain AB. Donc là, ça fait 5000 requêtes. Alors, c'est pas vraiment l'affichage de la page, mais c'est tout comme, puisque c'est une page. Ça a téléchargé la page. D'accord. Donc ça l'a téléchargé. Après, le truc, c'est que ça suffit parce que j'ai pas mis d'image ou de CSS. Donc là, dans ce cas-là. Requête HTTP, une requête GET sur la page, vu que il n'y a qu'une seule page, il n'y a pas de médias, il n'y a rien. C'est comme s'il y avait 5000 utilisateurs qui venaient d'afficher la page de ton site. Voilà. En une seconde, non, c'est combien de. Je sais pas, on refait, hein. C'est pas cher. C'est 100 utilisateurs qui font 5000 requêtes. Le C, ça correspond au nombre de clients. Et c'est l'équivalent de. Le 100, quand on fait C100, c'est qu'il y a 100 connexions simultanées, il y a 100 utilisateurs. Et après, Mais la page a été bien affichée 5000 fois. La Voilà. page a été quand même affichée 5000 fois, mais 100 utilisateurs. 5000 fois, les 100 personnes qui arrivent, Et à chaque fois qu'il y en a une qui a fini, il y en a une autre qui revient. C'est. Donc en combien de temps? Alors, au total, il a pris 1,3 secondes. Après, on peut continuer à monter. Hein. Allez, on rajoute un 0, ça fait quoi? Ah, il met un petit peu de temps, là. Ça va peut-être mettre un petit peu trop longtemps. Alors, le truc qui est rigolo, c'est que quand on joue avec Varnish un petit peu pour essayer de le pousser dans ses retranchements, moi, le problème que j'ai eu, c'est que c'est le noyau qui n'arrivait pas à suivre le nombre de connexions TCP. L'autre souci que j'ai eu, c'est le réseau qui sature. Et puis là, du coup, à part mettre d'autres machines et tuner un peu le noyau, il n'y a pas grand-chose à faire. 1015 simultanés, je crois que c'est là où ça commence à couiner un petit peu. Ouais, non, même pas. Si, ça couine un peu sur la fin. Voilà, il a fini par crier. Donc ça, c'est du tuning plus fin qu'il faut aller après. Tu joues avec ton noyau, ouais. Bon, donc après, j'en ai mis. À la limite, arrive au noyau, je pense qu'on est sur des sites quand même un peu spéciaux quand même. Hein. Donc on joue on joue du coup à balancer un petit peu des instructions pour augmenter au niveau de ton noyau. Mais de toute façon, tu n'arriveras pas à ça si tu as un vrai site web. Parce que là, c'est quand même parce que c'est une page qui est juste toute simple. Si tu as un petit peu de médias, etc., tu n'arriveras pas dessus. Et de toute façon, sur un truc, moi j'ai tendance à pas aimer mettre tous mes œufs dans un même panier. Si tu te retrouves à devoir faire du tuning comme ça, je vais dire il vaut mieux avoir deux machines moyennement puissantes avec un Varnish sur chacune, plutôt qu'avoir une machine énorme, gigantesque, où quand elle tombe en panne, tu pleures. Et puis on va faire le test sur la version Apache. Donc un Apache qui a pas grand chose, hein, bien de configurer, et ce qui sert la même chose. C'est pas exactement pareil niveau rapidité. Pourtant c'est un Apache configuré proprement. Voilà, il en a fait 100. Vous n'êtes pas pressé. Mais lui, il est à fond. Hein. Il y a quoi comme puissance CPU sur la machine? Il a 512 de RAM, mais il y a quoi comme... Alors, je vais te dire ça. C'est un Xeon 2630 de GHz. Il a Qu'un cœur. Comme il n'y a pas de MySQL ou autre, puis voilà, le but c'est de le faire tomber. Donc on voit qu'il charge légèrement. Le CPU est à 100%. Voilà. Et c'est tout bouffé par La Apache. mémoire augmente progressivement, là, c'est ça? Même pas vraiment. Non, elle reste Ça stable. va. Non, j'ai. Et maintenant, si on joue pareil avec Varnish, on va faire avec celle-là. Ah, faut se dépêcher.
voilà, il y a eu un pic sur Apache pour lui faire calculer son cache, et puis après, rien. Tu fais continuer, tu peux faire durer les Ouais. requêtes sans forcément augmenter. Là, on voit. Voilà, on voit un petit pic, et puis... Bon, le problème, c'est que ça s'arrête trop vite. Il faudrait presque laisser tourner. allez, on va le faire à la bourrin. Ça l'occupera. Il se passe quoi là? Je sais pas. J'ai configuré un peu à l'arrache hier la machine. Là, il vient de me dire j'en peux plus. Je la fais légèrement mourir, mais je l'aurai un jour. Ah ben voilà, ça commence à servir. Ok, donc là, on était monté. 80, voilà, d'accord. Là, ça continue? Mhm. Ok, et donc. Ah oui, je sais. C'est ses copains TCP qui arrivent à saturation. Voilà, alors c'était une fausse bonne idée de faire un while true quand même. Je note dans mes trucs à la con. Ça, c'était pas bien. Ok, donc là, bon, ce qu'on voit, c'est que Apache est sollicité quand il génère le cache de Varnish, et puis après, bien entendu. Il se fait solliciter un coup. Après, Varnish, il bosse quand même un petit peu. Mais au final, on se retrouve. On n'ira jamais sans une machine qui est physique et qui n'est pas virtuelle. Et si on se met pas. Alors Cyril, c'est ton micro, je pense. Les prises doivent être vides. N'importe quoi. Ça, c'est fait. Donc là, c'était une machine avec une conf varnish faite en 10 minutes. On se retrouve à tenir bien la charge. Si on se retrouve à mettre une conf varnish propre sur une machine qui a un petit peu de puissance quand même, si possible qui est physique pour éviter de se retrouver à avoir les drivers de la virtualisation qui vont provoquer du ralentissement, on tient des bons trucs. Et après, ça dépendra toujours. Varnish, il ne faut pas l'utiliser comme cache-misère. N'importe quel proxy, il ne faut pas l'utiliser comme cache-misère. Si votre site, il rame, Varnish, il va faire illusion, mais c'est pas la solution. Alors, moi, j'ai eu le coup avec un client, Cyril, un client, tu vois pas du tout de qui je parle, qui s'est retrouvé, qui avait comme réflexe, à chaque fois où ça commençait un petit peu à ramer, il rajoutait de la RAM, il rajoutait du CPU. Et puis, effectivement, c'était une solution, hein, ça rame, je mets plus de ressources, c'est pas cher. Le problème qu'il a eu, c'est que le site n'arrivait pas à servir les pages, et impossible de trouver le pourquoi du comment. Le serveur MySQL, il dépotait, le site web, il dépotait, comprenait pas. Et au final, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la page d'accueil elle générait plusieurs centaines de milliers de requêtes SQL. Ah oui, c'était l'initial. Voilà, donc plusieurs centaines de milliers de requêtes SQL. Le serveur SQL, lui, il répondait avec beaucoup de bonne volonté. Il répondait très vite, mais on a beau répondre vite, 100 000 requêtes, ça ne se fait pas en une seconde. Donc la page d'accueil mettait 1 minute 30 à se générer, c'est ça? C'était un SQL distant, j'imagine. C'était un SQL distant. ouais. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, ça monte pas en charge côté CPU, mais c'est Non. la latence réseau qui tue. Ah, mais même si ça avait été en local, ça pouvait pas tenir. Le... Justement, il y avait des centaines de milliers de requêtes comme ça. En local, ça se voyait pas parce qu'en socket, ça va très très vite. Il y a des petites requêtes, Hmm. que le CPU montait, mais par contre, en distant, avec quelques millisecondes de ping entre les deux machines, Ça y est, c'est fini. ça c'est cool, ça faisait 30 secondes. Ça y est, c'était fini. Des problèmes de conception, quoi. C'est des problèmes de conception et moi je vais plus loin. Je dis que c'est un problème de mode de développement. Parce que si on se retrouve à pas mettre énormément de RAM et énormément de CPU à la machine de dev, ça on le voit tout de suite. Et ça, c'est le problème qu'on a eu. C'est comme la machine de MySQL avait énormément de CPU et énormément de RAM,
les 100 000 requêtes, elles faisaient ça comme qui rigole. Puis du coup, au début, quand c'était 30 000, ça se voyait pas. Quand c'était 40 000, ça se voyait pas. Quand c'était 60 000, ça se voyait pas. Puis quand c'était 100 000, mais il est où le problème? Il est arrivé d'un coup. Et ça, c'est Varnish, il peut vous sauver la vie, il peut vous aider à tenir une forte charge, mais si votre site est mal foutu, faudra un moment ou un autre que vous y penchiez. Ça, c'est le côté admin 6 qui, des fois, récupère des trucs. Vas-y. Moi, je voulais aussi parler du coup du retour d'expérience de la mission là qu'on a menée avec succès très récemment, voilà, qui était quand même pas évidente puisque le site n'avait jamais tenu la charge les 5 années précédentes et pour la première fois, suite à la conf qu'on a mise en ligne, il a tenu, il a pu servir tous les étudiants qui venaient voir leurs résultats à leur concours. Nous avons eu un problème très bizarre qu'il a fallu comprendre. Heureusement, mon infogérant a détecté la chose, mais Varnish répondant extrêmement rapidement, les robots crawlers qui venaient sur le serveur ont vu que le serveur répondait instantanément, donc ils ont augmenté leur vitesse de crawl du site jusqu'à des pics absolument monstrueux et invraisemblables. Et puis d'un coup, ils sont tombés sur des pages qui n'étaient pas générées dans le cache, et donc se sont mis à interroger Apache à la même vitesse qu'ils interrogeaient Varnish. Et donc là, Apache s'est fait solliciter de manière complètement folle par des robots hyper puissants qui demandaient des centaines et des centaines de requêtes par seconde, et il s'est écroulé malgré le Varnish. Donc nous avons dû demander à Google et à Microsoft, donc Bing et Google, de se calmer. Et dans la configuration de Google et de Bing, vous êtes capable de leur donner un rythme de visite, mais certains robots ne sont pas paramétrables. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas faire grand-chose. Exactement. Donc, il y a une config à faire dans le robot.txt. Exactement. Pour ralentir les robots, mais sachez que vous n'êtes pas à l'abri d'un robot irrespectueux des normes. Et que donc ça peut être un problème, quoi, auquel il n'est pas facile de réagir et de se préparer. Je ne veux même pas regarder ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi qui peut être intéressant de partager? On a vu que c'était ça la principale mauvaise surprise qu'on a eue, hein, parce que... Principal truc, ça a été ça, et ça a été le coup de réussir à avoir un scénario qui nous soit fourni par le client au final. Oui. D'avoir quelque chose qui tienne la route et de lui expliquer qu'une fois qu'on avait validé que ça allait tenir une certaine charge, on n'allait pas s'engager que sur les autres scénarios ça tienne cette charge, et que si jamais il s'amusait à faire des modifications de sa page d'accueil parce qu'il trouvait que c'était plus joli le jour J de mettre d'autres trucs, on ne pouvait pas prendre d'engagement. Et ça, c'est quelque chose de compliqué à comprendre pour le client. Lui, il achète un service, ce qu'il veut, c'est savoir combien ça tient d'utilisateurs. Sa question, elle lui paraît simple. Elle l'est pas. Elle l'est pas. Et réussir à lui expliquer pourquoi on ne peut pas donner de réponse, c'est le plus dur. Parce que ça veut dire qu'il faut lui donner une éducation, il faut lui expliquer que c'est pas magique. Et des fois, lui, il veut pas savoir que c'est pas magique. Il veut que ce soit magique. C'est vrai qu'on a souvent la question, mais combien mon serveur tient d'utilisateurs? Ben, en fait, on peut donner soit une réponse type AB, là, mais qui veut rien dire, soit il faut faire un bon dossier pour présenter au client le process de test, les scénarios qu'on a préparés, et puis lui dire que voilà, on estime qu'on va pouvoir tenir entre tant et tant d'utilisateurs sur un scénario qui est celui-là. Mais c'est très difficile de donner des chiffres précis. Si on vous en donne, c'est qu'en général, le travail n'a pas été vraiment poussé, quoi. Donc ça peut vous donner une idée quand même, mais ce ne sera pas vraiment précis, ce ne sera pas vraiment juste. Ça permet d'avoir une échelle, mais de toute façon, ça va bouger à la première mise à jour d'une extension de typo 3 ou de n'importe quoi, ou même d'une mise à jour de sécurité au niveau du serveur, ça va bouger. Ou parce que vous êtes sur un cloud avec d'autres gens qui utilisent donc du coup des ressources de manière un peu mutualisée, ça bougera. Vous ne pouvez pas avoir confiance là-dessus. Et ça avait été un
un long moment avec Cyril. Le premier coup, on devait lui faire un test de charge, parce que nous, on n'aime pas faire ça et on n'en fait pas. Mais lui, il en avait besoin d'un. Au bout d'une journée, sa conclusion, c'était « Mais ça veut dire, quoi qu'on fasse, les chiffres, ils voudront rien dire. » Voilà. Vous pouvez sortir des chiffres pour le client, mais ne prenez aucun engagement dessus ou vous allez droit dans le mur. Sur un cas précis, en fait. Voilà. Ouais, sauf sur des scénarios précis, ouais. Sur un cas précis, Ouais. sur une config précise, sur un temps donné, et c'est valable 15 jours jusqu'à la sortie du... Alors, enfin, ce qui arrive souvent pour ceux qui font des sites de collectivité, je crois qu'il y en a pas mal dans la salle, c'est les périodes de viabilité hivernale, par exemple. Vous avez une chute de neige non prévue sur un site de mairie, de conseil général ou collectivité qui a besoin de fournir un service public qui se fait surprendre avec voilà, une intempérie. Et d'un coup, vous avez 30 000 personnes à 7 h du matin avant d'aller au travail qui arrivent sur votre site, qui rafraîchissent. Et souvent, le serveur s'écroule immédiatement et puis il repart que quand ça s'est calmé. Moi, ça m'est arrivé. Au début, j'ai cru à une attaque de déni de service. Et puis finalement, c'était juste énormément de connexions simultanées. Donc, d'avoir un varnish en surcouche de votre typo 3, ça vous permettra de tenir ce genre et de passer ce genre d'événement sans trop de problèmes. Maintenant, donc, comme on l'a dit, il faut bien configurer. Il faut bien regarder aussi quelles sont les extensions qui sont hors cache ou qui ne doivent pas être mises en cache. Configurer les ESI correctement. Ou alors, si vous pouvez anticiper la période de montée en charge, vous mettez un varnish brutal sur le site juste pour passer les quelques jours en disant voilà, il n'y aura pas de... Les formulaires ne marcheront plus ou il y a des choses qui ne marcheront plus, mais au moins le site s'affichera pendant la journée de montée en charge. Mais ça, c'est à voir avec votre client, quoi. Alors, nous, on a eu le coup sur... on gère le réseau de Somme numérique, donc, qui contient tout ce qui est collectivité au niveau de la Somme. On avait le site web Trans 80 qui permet de gérer tous les transports en commun dans le 80. Et quand il y a eu les chutes de neige, le serveur s'est écroulé. Mais on ne l'a pas vu venir et d'un coup, plus de serveur. On a mis un varnish en amont en déplaçant l'IP public sur notre serveur et puis en disant vas-y Toto, cache ce que tu peux. Un varnish configuré à la va comme je te pousse parce qu'il fallait juste que ça marche un petit peu. Donc c'était mal configuré selon nos critères. Après, voilà, c'était quand même un peu propre. Qui se contentait de servir le site, ça a permis de tenir la charge. Et ça, c'est des choses qui peuvent du coup être déployées facilement, rapidement. Mais pour avoir une solution pérenne qui s'intègre bien dans votre applicatif et qui n'ait pas de soucis du tout, c'est des choses qui vous demandent de passer un long moment en recettage. Vraiment un long moment. Parce que le bug qu'on avait eu avec Cyril sur son client, c'est qu'il avait récupéré un typo 3, donc il ne connaissait pas exactement tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On a mis en place un varnish. Lui, il avait eu l'assurance qu'il n'y avait aucun cookie d'utiliser, et au bout d'une semaine, on lui a appris que sur une page là-bas, sur tel sous-site, il y a un cookie qui a besoin, et donc du coup, à cet endroit-là, il faudrait ne pas enlever le cookie. Et donc, on s'est retrouvé avec des petits trucs comme ça qui se sont rajoutés au fur et à mesure. C'était rigolo, sauf quand ça arrivait le vendredi soir. Mais voilà, c'est... Est-ce que vous avez des questions? On est presque arrivé au bout là, mais je vais amener le petit micro du coup. Non, c'est pas une question, c'est simplement est-ce que vous pouvez avoir votre VCL c'est possible Ouais. parce que nous, on a testé également sur des machines, des serveurs de production qui supportent du multi-serveur typo 3 différents, avec différentes extensions. On a eu quelques problèmes, donc on a laissé tomber. Ça, c'était en septembre-octobre 2012. Et donc, peut-être dans votre VCL, il y a des astuces ou des choses qu'on n'a pas vues, quoi, en fait. C'est possible, ouais, volontiers. Nous, on aime bien le libre, donc ouais, si vous voulez des trucs, on donne. D'accord, merci. L'utilisation de Tsang par rapport à JMeter, qu'est-ce qui a motivé le choix? Enfin, JMeter est peut-être un peu plus répandu. C'était un poil le principe Le de nom pile ou est plus face. rigolo. Tsang, ça me parlait mieux quand j'ai lu sa doc et lu ses fichiers de conf, il m'a paru bien. D'accord.
C'était Mais surtout pas ça. plus Et de le motivation. coup de pouvoir le déployer en endless sur un cluster de serveurs sans problème, rapidement. Un Et qui- Gmeter le fait aussi. Ouais. Ouais, mais voilà, c'était juste. Ok. Oui, tu disais que l'extension Typo 3 mode varnish ne gérait pas le vidage de cache des portions d'arborescence, mais est-ce qu'elle sait interpréter les commandes tsemain, clear cache command, etc. dès qu'il y a de la publication sur le site internet? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On fait il peut clear tout le cache, soit le cache de la page en Clear cours. cache Donc, command, si l'éditeur t'était content, ça va virer le cache de ce URL-là. Donc t'as pas de conflit encore. Et pour les configs un peu comme TT News ou ce genre d'éléments où on met dans un sysfolder avec plusieurs pages, Utilise clear cache CMD, ça marche. ça marche. Ok. Même si clear cache CMD est quand même très CMD en termes, là on est en train de parler de perf, le fait d'avoir tes caches qui sont vidés à chaque fois que quelqu'un sauve une actualité, pour moi je pense que c'est... Oui, mais justement, avec clear cache command, tu choisis les pages uniquement, pas clear cache command all, mais clear cache command de la page ou des pages dont tu as besoin. Une page d'actualité qui t'affiche les 5000 articles, etc. Ça peut te faire un sacré vidage de cache quand même si c'est qu'une page. Moi, je sais pas, la plupart des contributeurs, on commence vraiment à essayer plutôt de les éduquer au lieu de leur simplifier la tâche avec des clear cache commands. Mais ok, vous éditez vos news, vous pouvez sauver autant de fois que vous voulez. Parce que pour eux, sauver, c'est hyper rassurant. Je ne vais pas perdre de contenu si ma session elle sauve. Mais par contre, s'ils sauvent 30 fois en 10 minutes sur un site qui a une section d'actualité, qui a du trafic, ça sert à rien d'avoir varnish en fond. Enfin, il va bien ramasser les sites. Si on peut lui dire, tu ignores les requêtes de purge pour telle arborescence. Oui. Ça vient pas compenser. Je préfère expliquer à mon contributeur une fois que tu as Vaut mieux éduquer les gens, clairement. tu vas virer le cache de la page détail ou de la page liste. Ça permet d'éduquer les gens et leur permettre de voir un petit peu comment ça marche derrière. De toute façon, c'est la seule solution pérenne. Donc là, de ce qu'on a vu de Neos, justement, il a l'air d'être plutôt pensé pour fonctionner en adéquation avec des systèmes comme Varnish. Il n'y aura même plus de cache côté applicatif. Si, il y a toujours le caching framework, si tu as envie de cacher des parties de ta logique, Mm. ils ont toujours un intérêt finalement important. Parce que ça, c'est intéressant de se dire que maintenant, la logique, quand même, d'après ce que nous a dit Christian, c'est plutôt d'utiliser des outils spécialisés pour faire les tâches pour lesquelles... Oui, dans